Qu'est-ce que le manque affectif? Comment se déclare-t-il? Quelles sont les répercussions du manque affectif sur nos relations? Quelle croyance peut engendrer le manque affectif? Comment gérer un manque affectif? C'est entre autres à ces questions que je vais répondre dans l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans Désaligné, le podcast qui t'invite à plonger dans des récits doux et intenses à la fois. Je suis Rim, entrepreneur enthousiaste et je suis ta guide dans cette aventure. Il suffit parfois d'écouter une histoire pour que quelque chose en nous se mette à briller. C'est ce que je souhaite à travers chaque épisode de ce podcast. En 2018, la maladie est entrée dans ma vie, m'entraînant dans une introspection profonde pour essayer de comprendre et de m'en sortir. J'ai mis 5 ans pour me libérer de mes freins, guérir de mes douleurs physiques et mentales et reprendre enfin ma place. Désaligné, c'est l'exploration de sujets liés à la santé holistique à travers les expérimentations, les défis et les thérapies qui ont jalonné mon parcours. Mon but, montrer comment transformer ces expériences en une source de force incroyable. Si tu veux sourire, peut-être verser une larme ou deux et surtout réfléchir, tu es au bon endroit. Hello à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Désaligné. Comme d'habitude, je tenais à vous remercier pour tous vos retours sur les premiers épisodes. J'avoue qu'ils ont tellement mûri dans ma tête que je me disais « Est-ce que je vais réussir à les sortir un jour ?» Mais ce jour est arrivé et mon histoire et mon univers vous parlent. J'ai tellement de gratitude par rapport à ça. Il est temps maintenant d'attaquer le sujet du jour qui parle du manque affectif. En réfléchissant à l'écriture du podcast, la difficulté pour moi, c'était de raconter les événements d'une manière chronologique en respectant un certain ordre pour que ce soit compréhensible par vous et de faire une liaison entre mes blocages et les désalignements actuels en repérant les liens avec certains faits marquants de mon passé. Et quand j'ai réfléchi à ces faits marquants, le sujet du manque affectif est sorti parmi les premiers sujets. Alors que bizarrement, dans mon enfance et plus tard à l'adolescence, je n'ai pas senti qu'il avait un impact aussi important que ça, à cause des croyances que j'ai développées. C'est plutôt les répercussions que ça a engendré aujourd'hui dans ma vie de couple et mes relations qui l'ont révélé au grand jour. L'une des idées reçues concernant le manque affectif nous dit d'ailleurs qu'il se limite seulement à l'enfance, alors que les adultes peuvent également en souffrir, que ce soit dans leurs relations amoureuses, familiales ou encore amicales. Le but de cet épisode, c'est donc de repérer si vous êtes impacté et d'avoir quelques clés pour entamer un processus de guérison. Qu'est-ce que le manque affectif ? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le manque affectif est bien plus qu'une simple absence de relation ou de contact social. Il englobe un état émotionnel profondément ressenti résultant d'un déficit dans la satisfaction de nos besoins affectifs fondamentaux. Ces besoins incluent l'affection, l'attention, le soutien émotionnel, la validation et le sentiment de sécurité émotionnelle. Lorsqu'ils ne sont pas comblés de manière adéquate, on peut ressentir un vide émotionnel, une solitude persistante et une détresse psychologique. Voilà pourquoi il est crucial selon moi d'éviter de réduire le manque affectif à une simple question de solitude ou de dépendance émotionnelle. De même, on ne peut pas limiter le manque affectif aux seules relations romantiques ou familiales et négliger les autres formes de liens et de connexions interpersonnelles qui peuvent influencer notre bien-être émotionnel. Si on veut parler un peu d'histoire, le concept du manque affectif trouve ses racines dans les théories du développement de l'attachement, notamment celle proposée par le psychanalyste John Bowlby. Ce dernier a été le premier à démontrer qu'en tant que bébé, on n'a pas uniquement des besoins physiologiques, on a également des besoins affectifs, notamment le besoin de sécurité émotionnelle que Bowlby a nommé l'attachement. En comprenant pleinement la complexité du manque affectif et ses implications sur le plan émotionnel et relationnel, on peut mieux être équipé pour reconnaître
traiter et surmonter les défis dans notre vie quotidienne, surtout ceux qui touchent à la sphère de création de liens et aux interactions sociales. Pourquoi, selon moi, comprendre le manque affectif est crucial? Au fil de mes accompagnements et de mes échanges avec plusieurs personnes, j'ai l'impression qu'on a tendance à minimiser l'impact du manque affectif, le considérant parfois comme un simple caprice émotionnel plutôt qu'une véritable nécessité humaine. Cette minimisation peut conduire à des conséquences assez néfastes telles que l'ignorance des signes précurseurs de détresse émotionnelle, le refus total de s'ouvrir et de s'engager dans des relations, ou le refus aussi de se faire aider pour en sortir. D'un autre côté, la compréhension du manque affectif nous permet de reconnaître et d'apprécier l'importance des relations émotionnellement nourrissantes dans notre vie. Ça nous encourage à nous investir dans les relations significatives et à prendre les devants pour répondre à nos besoins affectifs, pour équilibrer notre bien-être global. À court terme, en mettant de la conscience sur ce concept, on peut savoir quand nos propres besoins émotionnels ne sont pas satisfaits et y remédier. À moyen terme, cela peut se traduire par une amélioration des relations qu'on a et à long terme, ça a un impact sur notre santé mentale et physique et nos relations avec les autres deviennent plus profondes et épanouissantes. Dans un précédent épisode, je vous ai parlé de la blessure du rejet avec laquelle j'ai évolué dès mon jeune âge, car ma conception était un peu une surprise. Au fil des années, ce sentiment de rejet a laissé place à un sentiment de manque affectif, parce que ma mère n'était pas quelqu'un de démonstratif qui exprimait ses émotions, ses ressentis, qui partageait des marques d'affection d'une manière explicite et palpable, que ce soit par les paroles et surtout par le toucher. Durant les 2 premières décennies de ma vie, j'ai appris à être comme elle. Je masquais moi aussi mes émotions, je ne parlais jamais de mes ressentis, j'avais horreur qu'on me touche ou que quelqu'un me prenne dans ses bras et les marques d'affection me mettaient très mal à l'aise. Sur le plan affectif et émotionnel, j'ai donc reproduit le même comportement qu'elle car elle était un peu comme un modèle pour moi. Quand j'ai découvert le Human Design, un de mes gros conditionnements sur lesquels j'ai dû travailler, c'était justement cette partie où j'étais complètement coupée sur le plan affectif des autres. La croyance que j'ai développée est que je suis vouée à vivre sans lien avec les autres, sans interaction, que j'en étais capable, que c'était le plus sain pour moi. J'ai compris que j'étais à l'encontre de ce que je devais être pleinement, c'est-à-dire quelqu'un d'assez connecté aux autres, émotionnellement et physiquement aussi. Quand j'ai eu cette prise de conscience, je me suis demandé comment j'allais changer ça après plus de 20 ans de déconnexion. Mais le plus gros déclic, c'était que j'ai compris que ce que je percevais comme un manque d'affection de la part de ma mère était dû au fait qu'émotionnellement, on ne fonctionnait pas du tout de la même manière, comme je l'ai expliqué dans de précédents épisodes. Au niveau de l'expression des émotions, ma mère est quelqu'un de très neutre, qui ne passe pas par des vagues hautes et basses comme moi, qui suit dans la démonstration et dans l'excès parfois. Je suis tout à fait son contraire, même si j'ai toujours fonctionné à l'opposé. Si le Human Design n'était pas entré dans ma vie, je n'aurais jamais repris le contrôle de mes émotions et j'aurais continué à être dans l'incompréhension totale par rapport à la neutralité émotionnelle de ma mère. Je dois vous avouer qu'en coaching, j'adore travailler cette partie. C'est peut-être ma préférée, bien qu'elle soit intense, car j'aide d'une part les personnes à renouer avec leurs émotions, qu'elles pensaient totalement absentes, mais aussi à comprendre et à mieux prendre du recul par rapport à des fonctionnements différents qu'ils ont avec leurs proches, que ce soit leurs parents, leurs conjoints, mais aussi leurs enfants. Le manque affectif était aussi lié chez moi au fait que mon père a quasiment toujours été absent parce qu'il travaillait à l'étranger. Il était présent 15-20 jours 4 fois par an et c'était loin d'être suffisant pour construire des liens solides avec lui et sentir qu'il était là pour nous, pour moi. Les premières années où il partait, je vivais ça comme un vrai abandon et je mettais quelques jours pour me remettre de son départ. Je me rappelle aussi combien c'était douloureux pour moi de lui parler au téléphone. À cette époque-là,
On n'avait pas encore Internet, donc il nous appelait sur le téléphone fixe de la maison pendant quelques minutes, pendant lesquelles je ne faisais que pleurer. Et en grandissant, les choses ont évolué dans un autre sens. On a trouvé un équilibre sans lui à la maison, et ça faisait qu'à chaque fois qu'il rentrait, il bousculait nos habitudes. Personnellement, je n'avais qu'une seule hâte, c'était qu'il reprenne l'avion pour que je reprenne mon train-train quotidien. D'autant plus que ça se passait mal avec ma mère et que son retour à Tunis rimait à chaque fois avec disputes et violences verbales. Je me suis habituée à manquer d'amour et de présence paternelle jusqu'à transformer ça en un vrai détachement et une croyance qui me dit que c'est tout à fait possible de vivre sans père. Plus tard, le manque affectif a eu un fort impact sur ma capacité à créer des liens amoureux et amicaux. J'ai souffert d'un énorme vide à ce niveau depuis presque toujours. Et j'ai toujours pensé que je n'étais pas digne d'amour alors qu'à l'intérieur de moi, j'en avais tellement à donner. Une sorte de couvercle de protection sentimentale s'est aussi mis en place pour ne plus que je revive des rejets ou des abandons. Et donc, avec le recul, je pense que je n'étais pas énergétiquement apte à accepter des personnes dans ma vie et à construire des liens profonds avec eux. Car dans ma tête, je me disais que si j'allais dans ce sens, ça finirait mal, que je n'étais pas bien câblée émotionnellement pour m'en sortir. J'ai dit au début de cet épisode que le manque affectif ne s'est pas exprimé tôt dans ma vie. Je pense que je l'ai senti il y a quelques années quand j'étais pleinement dans ma vie d'adulte. En refaisant une balade dans mon passé, j'ai senti pour la première fois, peut-être à 33 ou à 34 ans, un vrai manque de mes parents. Déjà parce que physiquement, ils ne sont pas là, parce qu'on ne vit pas dans le même pays, mais parce qu'aussi, en explorant des événements du passé, ils n'étaient pas là comme je voulais quand j'étais enfant. J'ai senti une énorme nostalgie envers mon enfance et pour la première fois, je revisualisais des images et je voulais que ma mère me prenne beaucoup plus dans ses bras quand j'étais petite, que mon père fasse d'autres choix de vie professionnels pour qu'on ait un meilleur équilibre familial. J'ai réalisé aussi que mon père n'a pas assisté à beaucoup d'épisodes importants de ma vie, ou même accompli des tâches anodines en tant que père, comme m'habiller, m'emmener chez le médecin quand j'avais de la fièvre, s'occuper de devoirs, etc. C'était vraiment douloureux de ressentir ça, de me dire que je ne pourrais jamais vivre ça, de faire une sorte de deuil dans ce sens. Ça me fait penser qu'une de mes clientes m'a dit il y a quelques jours qu'elle repensait souvent à sa famille perdue et qu'à 40 ans passés, elle a réalisé qu'il y a des choses qu'on ne peut plus jamais avoir. Elle a justement employé le mot deuil et ça m'a fait penser à tout ce travail que j'avais fait auparavant, au fait que si on ne fait pas justement ce travail de deuil par rapport au fait d'avoir une maman et un papa présents et aimants, le sentiment de manque affectif sera toujours là et nous empêchera de construire des liens solides avec les autres, car ces derniers seront là comme pour combler ce manque. Avant de voir ensemble comment on pourrait gérer le manque affectif, je voulais vous partager les objections courantes que j'ai tirées au fil de mes échanges autour du manque affectif. Objection numéro 1, le manque affectif n'est pas un problème réel, c'est juste une question de perspective. Cette objection reflète souvent une méconnaissance ou une minimisation de l'impact réel du manque affectif sur notre bien-être émotionnel et mental, alors qu'en réalité, il peut avoir des conséquences beaucoup plus profondes et durables sur notre santé mentale et engendrer de vraies difficultés relationnelles. Objection numéro 2, je n'ai pas besoin des autres pour être heureux. Le manque affectif n'affecte pas tout le monde de la même manière. C'est vrai que chacun de nous a des besoins émotionnels et relationnels différents. Mais il est important de reconnaître que les liens humains sont une composante essentielle à notre bien-être. Le manque affectif peut se manifester de différentes manières et peut affecter les personnes de manière variée aussi. Mais cela ne signifie pas qu'il est moins important ou moins réel pour ceux qui n'en ressentent pas le besoin d'une manière aussi pressante. Objection numéro 3, le manque affectif peut être comblé par d'autres sources telles que les loisirs ou la réussite professionnelle. Et je me retrouve pleinement dans cette objection.
Bien que les activités de loisirs et les succès professionnels puissent nous offrir un certain niveau de satisfaction et de plaisir, ils ne peuvent pas remplacer la connexion humaine et l'intimité que nous procurent des relations. Le manque affectif n'est pas simplement un désir superficiel de compagnie. Il s'agit d'un besoin fondamental de se sentir aimé, de se sentir soutenu et compris par les autres. Les activités et les relations personnelles peuvent compléter mais ne peuvent jamais remplacer ces dimensions essentielles de la vie humaine. Comme vous l'avez certainement remarqué, les 3 objections que je viens de partager sont finalement des croyances qu'on peut développer quand on souffre du manque affectif et qu'on veut mettre le couvercle sur cette souffrance en la minimisant. Si cela vous parle, la partie qui suit va certainement vous intéresser. Comment gérer le manque affectif? Avant de pouvoir répondre à cette question, il est essentiel selon moi de poser les bases nécessaires pour une introspection et un travail émotionnel constructif. En ayant fait un travail fantastique dans ce sens avec le Human Design entre autres, je pense qu'il est nécessaire de reconnaître et d'accepter qu'on a des besoins émotionnels. Cela peut impliquer d'explorer ses sentiments, ses désirs et ses vulnérabilités de manière honnête et authentique. Le deuxième point qui n'est pas évident, mais indispensable, c'est le fait d'être ouvert à l'exploration des expériences passées, telles que des relations familiales dysfonctionnelles ou des traumatismes émotionnels. Être prêt à explorer et à comprendre ces expériences peut fournir des informations tellement précieuses pour dépasser le manque affectif. Une fois qu'on pose les bases nécessaires et qu'on est prêt à aborder activement notre manque affectif, j'ai imaginé un guide composé de 2 petites étapes pour vous aider à gérer le défi. La première étape, c'est d'identifier les signes du manque affectif dans nos relations. Ici, vous êtes invité à être attentif aux signaux indiquant des sentiments de vide émotionnel, d'isolement, de déconnexion ou de détresse. Il est important de noter que le manque affectif peut être ressenti même dans les relations apparemment satisfaisantes et saines. Et il est primordial de ne pas culpabiliser quand c'est le cas. La deuxième étape est d'exprimer nos besoins émotionnels de manière claire et assertive. Il s'agit ici de communiquer ouvertement et honnêtement nos besoins émotionnels aux autres. Il est important d'être clair sur ce qu'on attend de nos relations et ne pas hésiter à demander le soutien dont on a besoin. De toutes les manières, la relation n'évoluera pas dans le bon sens si on met un couvercle sur nos besoins dès le début. En suivant ces étapes et en restant engagé dans votre parcours de croissance personnelle, vous pouvez progressivement apprendre à gérer et à surmonter votre manque affectif pour mener une vie plus satisfaisante sur le plan émotionnel. À partir de là, on peut déclencher un processus de guérison et identifier après les signes qui peuvent vous montrer que vous êtes sur la bonne voie, comme la facilité à aller vers les autres, à s'ouvrir, ne plus avoir peur de construire des liens ou d'être rejeté. Dans vos relations actuelles, vous pouvez remarquer une amélioration dans la qualité des contacts caractérisée par un sentiment de connexion, de confiance et de soutien mutuel. Un des autres signes de guérison, c'est la réduction des sentiments de solitude et d'insatisfaction émotionnelle. On se sent moins souvent seul ou déprimé et on est capable de trouver du réconfort dans nos interactions avec les autres. Après, il est probable que ce processus de guérison de manque affectif ne soit pas facile à effectuer seul. Je ne peux que vous recommander un soutien de la part d'un professionnel de la santé mentale. Si vous choisissez de partir sur une thérapie longue, un psychothérapeute peut vous fournir le soutien et l'écoute nécessaires. En termes de thérapie brève, l'hypnothérapie ou encore l'EFT, dont je vous parlerai bientôt, peuvent vous aider. Et si vous désirez faire un travail introspectif pour mieux vous comprendre et mieux comprendre le lien entre vos relations, émotions et blocages, mon accompagnement Nouvelle Réalité peut être fait pour vous.
Voilà, l'épisode du jour est maintenant terminé. J'espère qu'il vous parle et qu'il vous aide à cheminer vers l'équilibre émotionnel et relationnel que vous méritez. N'hésitez pas à venir échanger avec moi si vous avez des questions. Petit rappel avant de vous quitter, celui de noter le podcast sur Spotify ou encore Apple Podcast. Et aussi vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt!